Aujourd'hui, je vous propose un topo sur le langage pour rebondir à une actualité qui est en 2023 la révélation au grand public d'une technologie d'intelligence artificielle qui s'appelle les grands modèles de langage. C'est fait notamment avec ChatGPT qui permettait d'interagir avec un tel modèle avec un chatbot. Et ça a engendré beaucoup d'excitation pour des applications notamment médicales, qu'il puisse s'agir de génération de texte, de synthèse d'informations, depuis un dossier médical par exemple, ou finalement une recherche de connaissances dans toute la revue de littérature, de la structuration de données pour la recherche, ou de la communication comme agent conversationnel avec les patients. Donc, allez. Donc, les grands modèles de langue reposent sur l'apprentissage profond. L'idée, c'est de partir du biomimétisme et de faire un modèle qui ressemble fonctionnellement à un neurone, avec des entrées qui seraient les dendrites, une pondération qui va donner du poids donc, aux entrées, une sommation sous une fonction de score, et une règle de décision, un seuil, qui va permettre finalement à la cellule de s'activer et d'envoyer une sortie binaire. Et donc, on peut faire des architectures de plus ou moins compliquées avec différentes couches de neurones. Plus il y a de couches, plus le réseau est dit profond. Je vais pas y arriver. Allez. Bon, problème de pile, on dirait. Et donc, on peut comparer, comme on le fait avec les cerveaux des différents animaux. Le cerveau humain, il en est à environ 100 milliards de neurones. Et puis, de même, on peut comparer les différents modèles qui sortent ces dernières années. Et puis, ceux qui sont en train d'être entraînés sont à 2 trillions de paramètres comme ordre de grandeur. Donc, c'est 10 fois plus que le nombre de neurones dans le cerveau humain. Ça reste quand même 100 fois moins que le nombre de connexions, qui serait vraiment l'homologie pertinente. Mais ça vous montre à quel point les choses vont vite. Et puis, l'idée, en fait, derrière l'envie d'entraîner des réseaux aussi grands, c'est qu'ils vont avoir de l'entraînement sur certaines tâches, mais on va aussi chercher à avoir des capacités émergentes, c'est-à-dire des fonctions sans qu'ils aient été spécifiquement entraînés pour cela, ce qui donne l'idée d'agents intelligents qui pourraient être généraux, mais qu'il faut ensuite valider au niveau clinique. Alors le langage, ça va nous permettre de faire un parallèle sur le langage. Le langage, c'est une fonction instrumentale. Ça veut dire que ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui est acquis avec l'apprentissage. Et en l'occurrence, on en a d'autres avec les praxis, le calcul, l'exploration visuelle, l'orientation spatiale ou la reconnaissance d'objets. Je suis trop loin. Le langage, pour le comprendre, il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on a été prédisposé pour, avec une longue filière ORL qui permet de moduler la vocalisation pour produire des voyelles, et puis des praxis bucco-lingo-faciales qui vont permettre de produire des consonnes et de former des syllabes. Les syllabes s'assemblent au niveau morphologique pour créer des mots, c'est l'unité finalement d'information dans le langage. On va assembler les mots sous forme de propositions ou de phrases au niveau syntaxique pour conduire un sens. Et ensuite, tout le discours va venir au niveau pragmatique avec les différents choix d'usage des différents vocabulaires. Donc on a différentes modalités de langage. On va se concentrer sur l'auditif et l'expression verbale. À chaque fois, on a un versant de compréhension et d'expression. On peut en avoir d'autres, secondaires. Et puis on peut croiser entre pour finalement en arriver à interagir au milieu avec le savoir conceptuel. Donc l'objectif du topo, ça va être de revoir un peu l'organisation anatomique et fonctionnelle qui sous-tend le langage, décidément, et de faire un parallèle avec les technologies d'IA pour arriver à en tirer une compréhension des syndromes liés aux pathologies du langage. Donc la première partie, on va regarder le circuit de base que vous connaissez bien, sauf qu'on va démarrer des voies auditives. Ça démarre en bas, je vais passer en mode pointeur. Ça y est. On démarre en bas avec donc les voies visuelles, ça décusse au niveau du tronc, ça passe dans le sulcus inférieur, et fait notable par rapport aux voies visuelles, vous avez un envoi d'environ 30% de décussation
au colliculus de l'autre côté. Donc là, contrairement en radiation optique, où la fusion d'informations se fait au niveau associatif, la fusion d'informations des deux oreilles se fait déjà au niveau du colliculus inférieur. Vous avez ensuite les thalamilles qui vont conduire jusqu'au cortex auditif primaire qui s'appelle le gyrus de Heschel, et puis ensuite éventuellement avec des rameaux qui vont aller faire des fibres contralatérales. Et vient ensuite l'idée de la spécialisation des hémisphères. Alors, c'est schématique, mais en gros, l'hémisphère gauche, il va être dépositaire du langage parce qu'il va être plus spécialisé dans le traitement des relations temporelles, séquentielles dans le temps, tandis que l'hémisphère droit va plutôt traiter les relations spatiales, donc qui arrivent en simultané. Et bien de même, dans l'apprentissage profond, on peut avoir des architectures de réseaux de neurones qui vont être spécialisées pour traiter des informations séquentielles, comme un traitement de signal, ou des informations spatiales, comme de l'image, avec les réseaux convolutionnels. D'où vient cette spécialisation? Eh ben, elle serait déterminée par une asymétrie anatomique qui a lieu dans une aire qui s'appelle le planum temporal. Alors, vous connaissez bien les opercules qui sont au-dessus, le toit de la vallée cilienne. Le planum, c'est le plancher de la vallée cilienne. Donc, quand vous retirez finalement l'opercule, vous tombez sur le gyrus de Heschel et vous avez également le planum temporal. Et ce qu'on remarque, c'est que plus il est plus grand à gauche, notamment chez les droitiers, ce qui donne l'impression qu'il va être plus impliqué, prédisposé finalement tout l'hémisphère à traiter le langage. Si vous avez plus de surface, vous avez plus de capteurs, plus de résolution, donc vous allez être prédisposé à traiter des informations avec une résolution temporelle plus haute, notamment le langage en comparaison à des choses de moindre fréquence comme la mélodie, le rythme d'une musique. Et là encore, un parallèle, c'est que la première étape finalement du traitement naturel du langage, c'est de décomposer le signal en des tokens, c'est-à-dire des mots, en gros. Et de même, le planum temporal va décomposer le signal sonore en des mots. Il ne les décode pas encore, mais il segmente déjà le signal pour le préparer pour l'ère de Wernicke. Donc le schéma que je vais vous proposer aujourd'hui, il prend une vue supérieure, sauf que pour bien voir le reste, il faut un peu d'imagination pour imaginer qu'on a étalé les lobes temporaux pour pouvoir tout voir d'en haut. On va retrouver les cortex primaires visuels et auditifs avec les gyrus de Heschel, les thalamilles et le cortex moteur. Je vous ai dit que les informations du cortex auditif primaire allaient dans le planum temporal, il est plus grand à gauche. Et l'aire de Wernicke, elle est juste en rapport, donc c'est un rapport stratégique pour pouvoir ensuite décoder le signal qui a été segmenté par le planum. Ça suit ensuite le faisceau arqué vers l'aire de Broca, qui va préparer finalement l'articulation du langage, envoyé au thalamus pour réaliser le programme moteur en relation avec la réalisation phonologique du discours. Alors, on a exploré le langage avec des tableaux de référence, c'est des patients index qui ont été décrits, il faut pouvoir un peu le relativiser. Celui que vous connaissez en premier, c'est l'aphasie de Broca. Alors, généralement, on s'arrête à ces deux premiers items pour classer une aphasie. Il n'est pas fluent, il n'arrive pas à répéter, et encore même, juste sur non-fluent, généralement on s'arrête en garde parce qu'on sait que ça va finir en IRM. Mais si on regarde un peu plus finement, on peut voir que lorsque Broca est atteint, on va avoir une compréhension qui est préservée. Donc il y a tout le pôle postérieur du langage qui est préservé. Les dénominations vont être plus pauvres, avec parfois des stéréotypies. Ça ressemble à du langage automatique, on va dire que c'est du vocabulaire ou des syllabes qui ne sont pas très variées. Et puis des troubles praxiques, à la fois moteurs avec une anartrie, les altérations des praxies bucco-lingo-faciales, une désintégration phonétique, donc très difficile de lui faire dire des consonnes. On teste avec spectaculaire ou extraordinaire. Et puis aussi un défaut de construction des phrases avec la grammatique, parce que c'est bien beau de pouvoir prononcer le mot, mais il faut pouvoir le conjuguer, il faut pouvoir l'accorder avec tout le contexte qu'il y a dans la phrase. L'aphasie de Wernicke, c'est le versant au pôle postérieur. Donc là, l'affluence est OK, voire même augmentée. Il n'arrive toujours pas à répéter. La compréhension, par contre, n'est pas bonne. Et puis, on va avoir aussi, au-delà de la compréhension, des anomalies du discours, avec des paraphasies, voire du jargon, et également un problème de construction des phrases, ce qui montre que Wernicke peut aussi avoir un rôle de monitorage, finalement, du discours qui est actuellement exécuté. Et que si Wernicke est atteint, le patient va être anosognosique des anomalies de son discours.
Ce qui fait que c'est un diagnostic différentiel courant avec la confusion mentale, parce que s'ils n'arrivent pas à comprendre rien, ils ne vont pas pouvoir participer aux autres tâches de votre examen. Donc généralement, le différentiel se fait sur la recherche d'autres signes focaux, notamment une HLH ou une hypoesthésie. On décrit également des aphasies qui sont dites dissociées ou pures, avec des atteintes plus ciblées de ce circuit. L'anartrie pure serait en aval, finalement, de Broca, où c'est véritablement l'exécution du programme moteur du discours qui est atteinte. La surdité verbale pure, elle est en amont de Wernicke. Alors, on décrit dans les bouquins que c'est les deux cortex auditifs, mais si l'information est fusionnée et que ça converge vers le planum temporal, je pense que c'est plutôt là. La cécité verbale, donc on n'arrive pas à voir, mais juste à décoder les mots dans la lecture. Donc c'est finalement ce qui va aller vers les carrefours postérieurs depuis les cortex visuels primaires. Les alexies avec agraphie, donc juste une atteinte du mode de la lecture. Donc ça va, je pense, plutôt être au niveau des carrefours postérieurs. Et puis l'agraphie sans alexie, c'est un peu comme l'anartrie pure, mais là, cette fois-ci, c'est les programmes qui vont aller vers la main pour l'écriture des différents symboles. Et l'hémisphère droit dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va plutôt s'occuper d'aspects paralinguistiques, c'est-à-dire que ce n'est pas le fond du discours, ça va plutôt être la forme, avec justement le timbre, la mélodie du discours, et puis éventuellement le langage corporel. Et une fois qu'on a dit ça, on a déjà un premier circuit, et on se dit finalement, on a un pôle postérieur qui va servir à encoder l'information sous une représentation latente, c'est comme ça qu'on l'appelle en apprentissage profond. Et puis on peut très bien y mettre plusieurs entrées, c'est ce qu'on appelle l'IA multimodal, du signal, de l'image, du texte, etc. Et puis ensuite un décodeur qui va générer finalement une sortie sous forme motrice dans notre cas. Sauf que voilà, il y a la phasie de conduction. La phasie de conduction, ça va être une atteinte du faisceau arqué avec une anomalie de la répétition, essentiellement. Par contre, l'affluence est préservée, la compréhension est préservée. Donc ça va vraiment être sur une tâche très ciblée. Et pourtant, il y a aussi des anomalies du discours avec des circonlocutions. Donc ça veut dire, j'ai pas le mot, mais je vais le décrire à la place, ou des conduites d'approche, ou des manques du mot, et aussi un problème de construction des phrases. Et alors pour comprendre ça, il y a un modèle qui a été proposé de deux voies alternatives dans le traitement du langage, entre l'entrée verbale et la réalisation phonétique, une voie passive où je me contente en fait de reproduire le codage auditif sans le décoder, donc ce serait la voie passive et c'est celle de la répétition, ou une voie active où je passe quand même par un décodage et une compréhension sémantique. Et ce que ça montre, finalement, c'est qu'il y a une réalité, c'est que en fait, le faisceau arqué a des subdivisions, une profonde qui va aller directement vers Broca pour faire la connexion longue distance, et une superficielle qui va faire des connexions tout le long et sous-tendre une voie dorsale avec des aires associatives des carrefours postérieurs. Et ces anomalies montrent aussi que le faisceau arqué, il est bidirectionnel, parce que les aires postérieures vont également être impliquées dans la construction du discours. Si bien que, en réalité, le pôle expressif du langage, c'est pas Broca, c'est le couple Broca-Wernicke. À partir de là, on va chercher à élaborer. Alors pour élaborer, il faut déjà qu'on arrive à se repérer dans la terminologie neuropsychologique. Il faut bien distinguer les éléments sémiologiques qu'on vient de décrire, de syndromes, donc qu'on va voir, d'aphasie primaire progressive notamment, les distinguer de maladies, les distinguer des variants de maladies, et puis finalement des spectres de protéinopathie. Alors, l'apanage des aphasies qui vont toucher cet aspect élaboré du langage, ce sont les aphasies transcorticales. Je trouve ça un peu impropre, mais ça sous-entend que le circuit de répétition est préservé, sauf qu'on a vu que ce circuit passait quand même par le cortex. Mais bon, je pense que c'est une approche plutôt psychologique, donc c'est vraiment le fait que la répétition soit préservée qui permet de qualifier ça. Ensuite, on va avoir finalement dans ces syndromes une sémiologie plus fine, parce que autant quand vous avez l'AVC, ça va tout détruire, le cortex, ce qui est en profondeur du cortex, et si on fait une analogie avec la vision, vous allez vous retrouver avec un scotome, parce que toute l'aire est manquante. En revanche, quand vous dégénérez, vous allez perdre des neurones ici et là, donc vous allez en fait perdre en résolution sur l'aire, mais elle reste un peu fonctionnelle, et donc l'analogie en visuel, ce serait une baisse d'acuité.
Et ben de même, votre langage va diminuer en acuité si vous avez une dégénérescence de certaines aires, et vous allez avoir différents troubles de dénomination qui vont être beaucoup plus riches, notamment la paraphasie. Donc l'exemple typique du quotidien, c'est Dragon. Vous dites quelque chose et en fait il comprend mal, il va essayer de faire au plus proche. Il n'a pas compris votre signal, mais il va essayer de vous mettre le mot au plus proche. Donc il y a 3 syndromes d'aphasie primaire progressive qui sont particulièrement décrites. La première, c'est l'aphasie agrammatique. Donc on revient dans Broca, mais cette fois-ci sur un versant dégénératif. L'affluence va être diminuée, notamment sur les verbes, avec un discours hésitant. Et puis, finalement, la compréhension va aussi être aggravée, avec des difficultés pour comprendre les phrases complexes, donc les constructions complexes, ce que vous pouvez rechercher en faisant des tournures de phrases à la voix passive, notamment. Vous allez avoir des paraphasies phonologiques, essentiellement, donc c'est le programme moteur qui va être mal choisi, avec des inversions phonologiques, des inversions oui-non, tandis que la dénomination reste bonne. Et finalement, comme on est plutôt sur le versant praxique du langage, vous allez avoir un ralentissement de l'articulation, des apraxies bucco-lingo-faciales, avec une conservation quand même des réflexes de déglutition, des automatismes de mastication, ça c'est pas du volontaire. Et puis des erreurs grammaticales également, donc dans la construction des phrases, l'agencement, finalement, donc une partie de planification du discours. Et donc vous allez essentiellement le retrouver dans de la DLFT avec le variant APP non fluent dans le spectre des théopathies, puisque ça va plutôt affecter le lobe frontal. L'autre, c'est l'aphasie logopénique. Cette fois-ci, on va être plus atteint dans les carrefours postérieurs. Donc je vous ai dit que même ces carrefours postérieurs étaient impliqués dans la génération du discours. Donc on va avoir une diminution de l'affluence, mais cette fois-ci, ce n'est pas les verbes qui vont manquer ici et là ou les syllabes, c'est finalement la construction qui va être simplifiée. Et donc l'analogie que je vous propose, c'est celle du cache en fait, de tampon qu'on peut, quand on charge une vidéo par exemple, ou qu'on veut manipuler quelque chose en mémoire vive, on va avoir une altération de ce tampon-là, ce qui va se traduire par une altération de la mémoire à court terme. Donc si vous voulez faire répéter des séquences de plus en plus longues, vous allez le voir. Et puis d'autres éléments de paraphasie, alors que l'articulation, elle, va être préservée. La syntaxe, elle est correcte, mais les phrases sont courtes. Elles sont correctes, mais courtes. Donc l'étiologie classique, c'est Alzheimer, avec le spectre des amyloïdopathies. Donc on a vu finalement cette notion de cache, qui est également un paramètre de comparaison des grands modèles de langage, c'est-à-dire, ok, combien de tokens, de mots je peux leur donner en entrée pour qu'ils arrivent en fait à raisonner dessus. Alors, ce que va faire un grand modèle de langue, c'est qu'il part du langage naturel, c'est très qualitatif finalement, mais il va faire une opération qui s'appelle l'inclusion. C'est-à-dire qu'il va représenter tous ces tokens numériquement dans un espace mathématique, notamment sémantique. Et donc, de proche en proche, vous pouvez avoir chaque mot représenté sous forme de points, et vous pouvez ainsi modéliser toute une langue avec le lexique, finalement, d'une langue qui va être clusterisée avec des proximités de sens. L'idée de l'apprentissage profond, c'est que vous pouvez en fait coupler vos différents modèles avec des couches, donc vous mettez, et vous allez finalement vous retrouver avec des présentations de plus en plus intégrées à mesure que vous gagnez en profondeur dans le réseau, jusqu'à finalement pouvoir représenter tout un texte en un seul point. Ça, c'est la représentation intégrée ultime, finalement. Et vous allez pouvoir faire de la classification de documents à partir de leur contenu, pas juste des métadonnées. Et de même, ce serait une représentation plus intégrée qu'on pourrait avoir avec ce cache dans les carrefours postérieurs. Ce qui permet finalement de construire un discours avec des sens plus complexes, et moins fractionnés. Tandis que si vous manquez de bande passante pour construire votre tampon avec la lecture vidéo en ligne, vous allez fractionner. Et là, on se dit que finalement, l'intelligence artificielle suit un peu la neuroanatomie, sauf que un des problèmes encore qu'ont les algorithmes aujourd'hui, notamment la génération d'images, ce sont les hallucinations, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal, notamment sur les mains, à faire des mains qui sont correctes. Pourquoi ? Parce que les réseaux de neurones sont un apprentissage statistique. Ils vont raisonner par induction, du particulier vers le général. Tandis que lorsqu'on raisonne avec une compréhension sémantique, on va raisonner du général au particulier. C'est-à-dire que nous, on va raisonner quand on dessine, oui, une main, ça a 5 doigts. Sauf qu'un algorithme d'intelligence artificielle,
n'a pas du tout cette compréhension sémantique. Alors comment est-ce qu'on va arriver vers cette compréhension sémantique? On ne peut pas le dissocier de la notion de lexique, donc c'est-à-dire le dictionnaire du langage, puisque nommer, c'est catégoriser les concepts. Et donc le faisceau arqué dont je vous ai parlé sous-tendait une voix dorsale qu'on décrit. On va également avoir une voix ventrale. Ça ressemble finalement en neurovisuel à la voix du where qui est en dorsale et la voix du what en ventrale qui va s'occuper de la reconnaissance des objets. De même, si on suit cette voie ventrale, vous allez pouvoir la tester avec d'abord, en partant du visuel, des agnosies aperceptives. Donc vous le testez en faisant apparaître le patient en fait deux formes similaires pour voir s'il a reconnu la forme. Vous pouvez aller ensuite vers un niveau associatif dans les carrefours postérieurs avec des épreuves de désignation. Vous lui dites « montrez-moi le rhinocéros, montrez-moi la pelle » là-dessus. Donc vous le forcez à faire la conversion d'une modalité à l'autre, ce qui implique de passer justement par cette connaissance multimodale, cette représentation multimodale et intégrée. Et puis, vous pouvez aller aussi jusqu'à la dénomination pour voir si ils sont capables d'accéder au lexique en rapport avec cette représentation multimodale. Et ce qui fait que lorsque c'est purement sur l'entrée visuelle qu'on a une atteinte, on parle d'aphasie optique. Alors, il y a quand même des approches algorithmiques en informatique pour représenter la connaissance et les informations sémantiques. Ce sont les ontologies, où vous allez avoir finalement les différentes entités d'un domaine de connaissance qui vont être reliées entre elles par des propriétés. Et tout ça va former des graphes de connaissances. On peut en faire des plus grands. Là, c'en est un assez standard qui s'appelle la Foff Ontology. Et vous pouvez ensuite les raccorder entre eux. Ce que montrent finalement les études d'IAM fonctionnelle, c'est que la représentation de la connaissance, elle n'est pas dans une aire particulière. Votre mémoire sémantique, elle n'est pas dans une aire particulière. Elle est distribuée au travers de tout votre cerveau. C'est ce qu'on appelle un engramme. Elle est sous-tendue justement par le réseau fait entre les neurones qui représentent les différents attributs de votre objet. Et c'est ainsi que les verbes, par exemple, vont être particulièrement représentés en frontal, parce que représenter l'action et le nom de l'action, c'est la même chose. Ça se fait au même endroit. Tandis que les objets, eux, vont plutôt être représentés au niveau temporal. Donc voici des exemples. Si je vous demande de penser au son d'un mot sous une IRM fonctionnelle, vous allez activer le couple Wernicke-Broca. On a vu tout à l'heure le versant génératif, finalement, c'est le couple. Et puis, si vous demandez de vous représenter des outils, donc quelque chose dont vous vous servez, où il y a une action associée, vous allez essentiellement activer des représentations en frontal, tandis que les animaux, vous allez avoir une connaissance plus abstraite, plus théorique et plus visuelle, notamment avec les attributs des couleurs, des formes, et là vous allez activer des zones qui sont plutôt temporo-occipitales. Donc cette voie ventrale d'adressage va être notamment atteinte dans la troisième forme d'APP, qui est l'APP sémantique, qu'on appelle aussi APP amnésique. Donc là, la fluence va être diminuée, mais ce n'est pas tellement la complexité des phrases, c'est finalement la richesse du vocabulaire. Sachant que la compréhension va être altérée parce qu'il y a un problème d'accession au savoir conceptuel. Et puis, dans le choix des mots, il va y avoir des conduites de circonlocution et puis des anomies. Donc, des problèmes de dénomination qui, elles, sont transmodales. Donc, vous pouvez faire nommer à partir du visuel, vous pouvez lui demander de se désigner à partir de l'entrée auditive pour faire du transmodal. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les représentations des objets vont plutôt être à gauche, tandis que les objets particuliers, notamment les personnes, vont être à droite. Pourquoi ? Une idée, c'est que finalement, un peu comme le planum temporal qui mature en premier, va du coup entraîner la maturation du circuit et des fonctions qui sont en rapport à proximité, l'hémisphère droit, lui, qui fait du traitement spatial, il va notamment reconnaître les visages, plutôt que les symboles ou les séquences de symboles. Donc voici un lien éventuellement vers le fait que dans l'hémisphère droit, il va être plus alloué aux connaissances particulières, plutôt que communes. Donc l'étiologie classique, c'est la DLFT avec un variant de démence sémantique lié au spectre TDP43. Et là, on se dit, bon, est-ce que la boucle est bouclée finalement ? J'ai toujours mon décodeur, mais j'ai pu ajouter de la profondeur dans les couches pour avoir des représentations plus intégrées. Je peux aussi, si je veux, à faire de l'IA explicable, ajouter une couche de concepts. Donc, c'est des concepts qui sont formellement donnés par le programmeur dans la couche, et on force finalement à passer, comme ça, quand le réseau s'active, on voit quelle couche de concept il a activé, et on voit du coup un peu comment il a raisonné.
Mais ce qui a enterré finalement toutes ces approches, c'est ce que les scientifiques computationnels appellent l'attention. Alors l'attention, c'est un papier de Google qui nous a expliqué ça en 2017. Ils ne se sont même pas pris la peine de le publier parce que c'est Google et que la postérité de ce papier a été énorme. Ça va s'incarner avec un type d'architecture qui s'appelle le transformer. Alors le transformer, ce qui va être finalement au centre de son architecture, c'est ce qu'on appelle un bloc d'attention. Et c'est ce qui donne d'ailleurs finalement le nom à GPT, Generative Pre-trained Transformer. Alors l'attention, c'est dur à représenter visuellement parce que habituellement c'est un graphe que vous voyez quand on parle d'apprentissage profond. Sauf que l'attention, c'est un graphe qui va être construit dynamiquement en fonction de l'entrée. C'est-à-dire que les connexions ne sont pas fixes, elles sont dynamiques. Ce qui va permettre d'adapter le réseau au contexte de l'entrée qu'on lui donne. Et ça va permettre d'apprendre des représentations beaucoup plus complexes et de gérer des longues séquences, mais avec beaucoup plus d'efficacité et de performance. Et donc la dernière partie, brièvement, va être finalement comment est-ce qu'on module le langage. On a un niveau encore supérieur, qui est celui de la pragmatique du langage, où aux boucles corticales, qui étaient plutôt impliquées dans la préparation du discours, on va associer des boucles cortico-sous-corticales qui, elles, sont exécutives. Donc ça va être dans le choix finalement de ce qu'on exprime. Donc là, on va décrire notamment les aphasies sous-corticales, qui sont des aphasies généralement secondaires à des tumeurs ou à des AVC, notamment des aphasies thalamiques ou des aphasies codées, qui vont finalement perturber les boucles que vous connaissez bien dans les pathologies du mouvement, mais là on le voit plus sur le versant associatif, avec des fluences qui sont réduites ou avec des persévérations, donc des persévérations thématiques dans le discours. Quand je pose une question, la réponse est encore contaminée par la réponse précédente du patient, en fait, parce qu'il persévère sur cette thématique-là. Le choix des mots donc vous allez avoir des paraphasies sémantiques par mauvais choix de mots, mais aussi des paraphasies fantastiques. Alors, c'était dur de se documenter là-dessus, parce que c'est très franco-français. Les paraphasies fantastiques et extravagantes, ce sont des paraphasies verbales, c'est-à-dire que c'est un mot qui substitue un mot de la langue, sauf qu'il n'est pas du tout il n'y a aucune proximité sémantique avec le mot recherché. Il en est même en fait très loin. Et c'est ça qui va donner un aspect déconnecté au sens, avec des constructions grammaticales aberrantes, des associations illogiques, qui peuvent donner l'impression d'une désorganisation du discours qu'on peut voir chez un schizophrène, par exemple, avec des tonalités délirantes, et puis une nosognosie linguistique. Et bien de même, en intelligence artificielle, on va avoir un peu ce genre d'algorithme finalement hybride qui va associer un modèle fondationnel, qui va être un peu bon à tout faire, mais qui n'est pas encore bon pour interagir. Il va falloir raffiner son apprentissage avec un autre algorithme qui va généralement aller l'interroger. Et c'est la sortie de cet algorithme qu'on va entraîner avec des systèmes de renforcement, donc connotés positivement ou négativement, selon ce qu'il fait, pour éviter notamment qu'il y ait du contenu offensant qui soit généré par ChatGPT, ce genre de choses. Et l'idée, c'est donc on va le faire vis-à-vis d'une tâche précise, mais l'ambition, finalement, c'est que si vous l'avez entraîné sur suffisamment de tâches, il y a un moment où vous allez avoir un phénomène d'émergence de compétences, c'est-à-dire que votre algorithme il va être bon même sur une tâche pour laquelle il n'a pas été spécifiquement entraîné. Et donc en termes neuroscientifiques, un des modèles qui est proposé, c'est que finalement le lexique mental qui est cortical va plutôt être associé, finalement, le cortex va plutôt être associé au lexique, au répertoire de votre langage, tandis que le sous-cortical va modérer tout ça, moduler tout ça, en implémentant notamment des règles linguistiques. Donc voilà cette fameuse dichotomie. Donc en conclusion, je pense vous avoir convaincu que le langage, c'est bien plus qu'une simple boucle. C'est un réseau de communication bidirectionnelle entre les différentes aires corticales et puis avec des relations qui se font à l'échelle de tout le cerveau finalement pour accéder aux connaissances sémantiques. Il reste des inconnus, surtout si, comme moi, on prend une approche bottom-up de la neuroanatomie vers la fonction, plutôt que le top-down qui est jamais fait en neuropsychologie. Et puis, voilà, je vous propose un modèle tiré d'un parallèle avec l'IA. Peut-être que ce parallèle vous aura troublé, peut-être également. Si tu sais justement que le langage, c'est une fonction instrumentale que je trouve fondationnelle et qui va sous-tendre justement l'émergence de fonctions de plus haut niveau et de caractéristiques psychologiques, notamment en structurant la pensée. Merci pour votre attention.